Bonjour Marc-Pierre. Allô? Merci d'être avec nous. On, Ben, avec plaisir. on s'est rencontrés il y a quelques années à HEC. On travaillait les deux là. On a collaboré pour un campus international. Tu travaillais Ouais. au département des campus internationaux, puis Des campus. hein? Des campus. J'ai dit quoi? Un. Ah ben, je travaille sur un campus. Moi, je travaille sur un campus. Ça, je Ouais, travaille sur ouais, plusieurs. ouais. Puis on a collaboré sur un campus. Ah oui, des campus à travers les années, parce qu'il est revenu 3 années de suite. On dirait que j'ai Ouais, oublié. ouais. Mais c'était le même, en Israël, avec la thématique entrepreneuriale. Mm. Donc, on a collaboré comme ça, puis on s'est mis à jaser parce qu'on allait se voir. Puis on s'est juste rendu compte qu'on avait des trucs en commun, puis il y a une amitié qui s'est formée comme ça, puis après coup, ben, on est resté en contact. Ouais, Et voilà aujourd'hui. ouais, c'est ça. Une curiosité partagée, je pense. Oui. Puis le thème d'aujourd'hui est, j'allais dire spécial. Pour moi, on en a beaucoup parlé parce que c'est un thème qui, moi, me fait sentir quand même vulnérable parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis là, je me disais, OK, c'est quoi le lien avec Renard? Aujourd'hui, on va parler de la vie et de la mort. Et ce qui nous a amené, moi, ce qui m'a amené, moi, à m'intéresser à ce sujet-là dans le cadre du mouvement. Euh, c'est que moi puis Vince, on a commencé avec la question, comme quand on parle de l'activité physique, comment bouger plus? Parce qu'on se fait beaucoup dire les gens ne bougent pas assez. T'sais. Là, on s'est rendu compte qu'il y a des questions plus profondes à se poser. Puis, au lieu de dire comment bouger plus, comment faire plus de minutes, comment brûler plus de calories, on a plus commencé à se poser la question, OK, mais pourquoi l'humain bouge dans la vie? Puis, on a réalisé que ce qui fait du sens pour un humain, en termes de mouvement, c'est qu'on bouge pour vivre, pour jouer, pour créer des choses. On ne bouge pas pour brûler des calories. T'sais. Fait que là, ça nous a fait aussi réfléchir à, OK, mais comment l'humain vit aujourd'hui? Comment l'humain moderne vit? Puis pourquoi on ne bouge plus aujourd'hui? Puis ça nous a ramené à questionner comment notre style de vie est bâti, puis comment on peut changer notre style de vie, puis comment on peut mieux vivre au quotidien, puis se sentir pleinement vivant. C'est un mot qu'on amène de plus en plus avec Renard, de dire on valorise la vitalité. Qu'est-ce qui fait qu'on sent là, qu'on est enthousiaste pour sa vie, qu'on a envie de vivre? T'sais. Puis pour nous, le mouvement contribue à ça. Mais il faut aussi avoir des réflexions presque plus philosophiques sur quel genre de vie on a envie d'avoir. C'est là que la mort puis l'impermanence des choses ont une portée ça fait partie de la vie d'un humain. Puis on n'en parle pas beaucoup publiquement, comme toutes les philosophies du monde adressent ça, mais c'est pas un sujet de conversation commun. Mm. Puis le fait, comme je te disais, comme que je chante que je dois justifier le sujet, ça montre en fait le malaise qu'il y a autour de ce sujet-là. Ouais, c'est comme si tu le prenais avec des petites pincettes, là. Oui, tu sais, puis de dire, est-ce que ça va, tu sais, c'est pas habituel, puis on veut comme, toi puis moi, on dirait que notre mandat aujourd'hui, c'est d'être capable d'en parler sans cette lourdeur-là, puis ce drame-là qui est associé. Mm. Fait que là, les gens vont se demander pourquoi toi pour ce sujet-là. Fait que je sais pas si, juste pour démarrer la discussion, tu peux expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, puis l'année d'avant pour toi. Ouais. En fait, en 2018, mon père a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas, euh, qui est le pire cancer que tu peux avoir, en gros. Puis, ça a été un long processus, très de haut et de bas, mais ça allait quand même. C'était en gros la meilleure situation avec le pire cancer. Fait qu'il a fait une série de traitements de chimio, suivi d'une série de traitements de radio. Euh, Après ça, pour mener à une opération pour enlever sa tumeur. Opération qui a super bien fonctionné. Le rétablissement était un petit peu difficile, mais les choses allaient bien. Ils avaient confirmé qu'il ne restait plus de cancer et tout. Puis 3 semaines après cette confirmation-là, on a su que le cancer était revenu, mais s'était répandu ailleurs, pour être spécifique, là, dans le péritoine, qui est un peu le filet qui tient les organes dans l'abdomen. Euh, Puis qu'en fait, il n'y avait plus rien à faire. Quand c'est rendu dans cette zone-là, c'est que c'est incurable. Donc, on a su ça. Après ça, on a commencé, évidemment, c'était comme un énorme choc, euh, à transférer plutôt dans les soins palliatifs, qui sont plutôt des soins au moment où c'est plus curatif, c'est vraiment des soins de confort. Euh, Puis, mon père, à partir du moment où on a su que c'était
qui était en soins palliatifs. Il était là pour 3 mois. Alors, ma mère s'est occupée de lui. Moi, j'ai pris une pause de mon emploi pour me dédier là, à ça avec ma mère. C'est évidemment des moments qui sont hyper hauts en émotions, puis j'en passe, là. Puis finalement, il nous a quittés en septembre dernier. Fait que ça vient cette semaine de faire 7 mois. Fait que, en résumé rapide, c'est ça, disons. Oui, l'épreuve. Puis est-ce que c'est quoi les phases que tu as traversées? Parce que, tu sais, de manière globale, on dit qu'il y a des phases au deuil, mais j'imagine que c'est vraiment plus bordélique que genre une belle transition d'une à l'autre. Fait que, tu sais, personnellement, comme qu'est-ce que tu as traversé un peu émotionnellement, puis où tu en es comme aujourd'hui, 7 mois plus tard, dans le fond? Oui. C'est dur à résumer, là. Je pourrais t'en parler pendant comme 4 heures parce que c'est plein d'émotions qui se mélangent à toutes les phases, là. Tu sais, je peux pas dire qu'il y a une phase qui était essentiellement juste une émotion. Tu sais, t'as quand même la vie malgré tout qui continue autour. Tu sais, c'est vraiment spécial. Je te dirais que on avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Tu sais, mon père, c'était vraiment une personnalité euh, forte, hyper positif, hyper combattant, qui avait une résistance physique vraiment forte aussi. Là. Il était très, très en forme. Donc, beaucoup, beaucoup d'espoir, puis comme espèce d'esprit de lutte là, tout au long de ses traitements. Puis, beaucoup quand il y avait des pauses, il reprenait la forme rapidement. Fait on avait beaucoup, beaucoup d'espoir. Puis, justement, c'est peut-être pour ça aussi que ça a frappé vraiment fort quand on a su que c'était irréversible, disons. Puis là, après ça, quand tu sais ça, là, tu te mobilises, c'est comme beaucoup de solidarité avec la famille, avec les amis et tout, beaucoup de support. Fait que, tu sais, ça reste que malgré cette épreuve-là, ça a été beaucoup de choses positives, beaucoup d'émotions difficiles aussi. Mais malgré tout, on a eu la chance de vivre vraiment les étapes de la meilleure façon que c'est possible, d'avoir des soins absolument extraordinaires. Avec beaucoup de résilience aussi, tu vas à l'essentiel, tu sais, vraiment, quand quelqu'un, je pense, des situations de cancer dans le système digestif, c'est vraiment hyper éprouvant. Fait que c'est des émotions vraiment fortes, là. Puis finalement, quand il est parti, évidemment, beaucoup, beaucoup de peine, mais comme on avait eu la chance, par rapport à quelqu'un qui meurt soudainement, de passer à travers toutes ces émotions-là ou toutes ces étapes-là, je pense que c'est plus facile d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y a beaucoup de peine, mais beaucoup d'émotions de délivrance aussi, de soulagement, parce qu'on savait que c'est quelqu'un qui vivait à 100 000 à l'heure, puis là, c'est plus pour lui une situation dans laquelle il voulait vivre. Fait que c'est sûr que c'est mélangé. C'est pas un mois de telle émotion puis un autre mois d'une telle autre émotion. Puis récemment, j'écoutais, je pense, un podcast sur le deuil, puis il disait que le deuil, c'est comme des vagues, tu sais. C'est comme, ça te frappe fort, des fois, tu t'en attends pas. Fait que c'est sûr que maintenant, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des moments de tristesse ou de nostalgie. C'est des vagues, vraiment. C'est vraiment ça. Mais je pense que l'expérience a été je veux dire, je sais pas quel genre d'expérience de ce niveau-là on peut vivre dans la vie que, ultimement, donne des apprentissages vraiment profonds sur, justement, la vie. Euh, une occasion de te réorienter, de se dire, OK, qu'est-ce que moi pendant que je suis là, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux vivre, à quelle intensité. Puis, c'est ça, comme je te disais, mon père, c'était vraiment quelqu'un de super intense aussi. Fait que, tu sais, on l'a vécu avec lui, puis lui, de la façon qu'il l'a vécu, ça a été super inspirant aussi. Puis ça nous donnait beaucoup de force, puis ça nous donne beaucoup de force pour la suite aussi. Fait que, ça pour dire que c'est comme un gros coup de batte de baseball d'en face, que tu t'attends pas, mais qu'après, tu peux beaucoup apprendre de cette expérience-là. Je sais pas si ça répond à ta question en gros, là. Ben oui, c'est ça qu'on va explorer ensemble, en fait, aujourd'hui. Puis moi, ce que j'ai réalisé, on dirait que je trouve ça particulier, mais c'est grâce au film Coco de Pixar, là. Ouais. Où c'est un film qui se passe au Mexique, puis
toute la thématique du film, c'est autour de la fête des morts, puis d'honorer aussi l'esprit puis les souvenirs d'une famille, de sa famille, qui a changé ma perspective de la mort. Je pense que comme beaucoup de personnes, je sais pas si... Ça, c'est une de mes questions plus tard, si tu as vu des différences un peu ailleurs dans le monde, mais du moins en Amérique du Nord, j'ai l'impression qu'il y a un voile comme très dramatique autour de la mort, que c'est quelque chose de traumatisant puis d'excessivement triste. Puis même, tu sais, certaines personnes, je pense qu'on vit avec une certaine peur de pas nécessairement s'en remettre ou d'être traumatisé. Puis je trouvais que Coco amenait l'idée me fait ouvrir les yeux sur une autre perspective, puis qu'il y a quelque chose de beau, que la mort devienne aussi une célébration de la vie, puis de ce qu'on a connu de la personne. Puis que chaque année, on peut développer des rituels ou à notre façon, là, pas nécessairement juste avec la fête des morts, mais penser à la personne puis se remémorer les belles choses et non pas juste obséder sur le fait qu'elle est plus là, genre. Puis... C'est sûr que notre société est tellement déconnectée de la mort, juste d'en parler, c'est hyper tabou. Vraiment. Est-ce que, toi, dans tes recherches, c'est quoi de la perception, justement, de la mort avant que ça arrive à ton père? Ben, je te dirais que c'était une grosse peur, une méconnaissance de ce que c'est, là. Oui, j'avais perdu des grands-parents, des gens autour, mais proches comme ça, non. J'avais une grande crainte de la mort, de tout. Au début, quand on a eu la nouvelle, j'étais comme, je serais juste pas capable. Parce qu'à cause de ces craintes-là, c'est pas juste une crainte, c'est vraiment une peur, peut-être pas phobique, là, mais c'est vraiment un malaise. Ouais, c'est ça, un malaise. J'avais aucune idée comment aborder ça. Puis en fait, on a tellement une représentation absente de ce qu'est la mort, même de gens autour de nous qui ont peut-être accompagné quelqu'un dans la mort, que en fait, c'est juste vraiment pas à quoi t'attendre. Puis ça augmente l'anxiété autour de la mort parce que c'est jamais discuté. Fait que c'est sûr que quand tu connais quelque chose, tu sais un peu plus à quoi t'attendre, je pense que ça doit être plus facile à aborder. Mais moi, j'étais absolument traumatisée par la mort, puis je pensais que j'étais incapable de vivre ça, puis d'accompagner mon père, puis d'être là pour lui, puis pour ma mère, mettons, mais finalement, tu sais, comment je pourrais dire, c'est un processus qui est pas mal plus naturel que ce qu'on pourrait penser. En fait, d'être déconnecté, c'est ça qui est vraiment pas naturel. Tu sais. Ouais, c'est drôle parce que la déconnexion, c'est tellement ça. Tu sais, là, c'est spécial en ce moment parce que là, notre appel, il y a des gens qui vont peut-être l'écouter dans un an, ce podcast-là, mais comme en ce moment, on est encore en confinement. Et il y a des gens qui perdent des membres de leur famille puis qui ne peuvent pas avoir de cérémonie. Comme moi, ma grand-mère, elle a eu le virus. Finalement, 2 semaines plus tard, elle était correcte. Mais j'ai eu une pensée pour mon père de dire « Ah, ça serait triste qu'il arrive quelque chose à ma grand-mère puis de ne pas être capable d'aller la rejoindre. » Puis que là, la déconnexion est vraiment évidente, tu sais. Mais ça m'a rappelé encore davantage que, ben avant, comment on mourait? Tu sais, comment... Ben là, maintenant, c'est rendu normal. Ce qu'on s'imagine, c'est qu'on décède peut-être à l'hôpital de manière dramatique, puis notre corps est amené à la mort. Tu sais, mais avant, les gens mouraient devant nous. Tu sais, ça faisait partie de... On le voyait de nos yeux, tu sais, puis ça intégrait la vie. Fait que j'ai l'impression qu'il devait avoir une certaine... Le sens est complètement différent, puis c'est plus quelque chose d'extérieur à nous, puis que c'est des professionnels qui s'en chargent. Puis, en tout cas, ça a soulevé beaucoup de réflexions. Puis avant, tu veillais un corps dans ta maison, tu sais, puis je dis pas que je suis pour ça, là, c'est vraiment spécial, mais c'est que tu étais en contact avec ça, alors que maintenant, au contraire, comme tu dis, c'est pris en charge par quelqu'un d'autre, tu n'auras peut-être pas nécessairement un contact avec le corps, peu importe, là, mais c'est vraiment, encore une fois, hyper déconnecté, là. Puis qu'est-ce qui a créé une reconnexion pour toi? Y a-t-il un moment qu'il y a eu un déclic ou c'était plus graduel? Ou... Ben, à partir du moment que tu vis ça, je pense que c'est comme pas le choix. Ben, tu peux te sauver puis juste faire semblant que ça n'existe pas, là. Mais pour moi, c'était pas nécessairement une option. Fait que c'est sûr que c'était graduel parce que mon père perdait des facultés petit à petit.
En même temps, c'était pas une pente, comment je pourrais dire? À pic? À pic ou stable. Tu sais, des fois, ça pouvait aller moins bien quelques jours, revenir. Tu sais. Donc, c'est ça aussi. Notre humain en nous veut être certain, veut savoir, ça va être dans combien de temps. C'est quelque chose que la médecine moderne a beaucoup de mal à prévoir ou en fait, c'est comme, comment je peux dire, pas impénétrable, là, dans le sens de grand mystère, mais c'est que c'est très difficile de prédire combien de temps la personne va décéder. Tu sais, fait que nous, en tant qu'humains, c'est comme, OK, mais lui, il reste 2 ans, il lui reste 6 mois, il lui reste 2 semaines. Tu sais, c'est vraiment des questions auxquelles on savait que c'était pas nécessairement 2 ans, mais dans le sens qu'on n'avait pas de réponse claire. Ça, c'était quelque chose avec lequel il fallait vivre au quotidien. Fait que c'est sûr qu'au début, à chaque petit signe comment je peux dire, qui allait moins bien, là, on se disait, ça y est, tu sais, il a comme fallu apprivoiser ça, à développer une résilience, puis développer cette, un certain confort avec l'inconfortable, avec l'inconnu, avec euh, l'incontrôlable. Fait que je te dirais que c'était comme graduel, puis c'était pas nécessairement une démarche souhaitée, mais c'était comme on était obligé de le faire. Là. Est-ce que tu es allé puiser? On dirait que moi, quand je fais face à l'inconnu, une des façons de me rassurer, c'est de lire énormément, puis de m'informer. Puis, on dirait que je veux un overview de toutes les possibilités, puis de m'inspirer. Est-ce que toi, qu'est-ce qui a été ton approche comme personnelle pour adresser la situation? C'est-tu plus de méditer ou de comment te gérer? Oui. Ben, je pense que, par exemple, ma mère, elle devait lire tout ce qu'il y avait sur le sujet par rapport au deuil, par rapport à accompagner quelqu'un. Puis, je pense que ça aurait pu être une réponse que j'ai normalement de super intellectualiser puis de devoir avoir des références claires, des étapes et tout. Mais j'étais dans une période où il y avait tellement d'émotions, tellement de choses que j'avais plutôt absolument pas envie de faire ça. Okay. D'intellectualiser la chose, de plutôt laisser aller, puis d'essayer de le vivre. Tu sais, c'est comme si ça me d'intellectualiser, ça m'aurait déconnecté de ce qui se passait vraiment. C'est comme, OK, maintenant, on est dans la phase 2 ou ou la phase de fin de vie, une telle. Tu sais, puis c'était pas du tout ça. Tu sais, j'avais le goût d'être vraiment présente et non pas en mode analyse de où est-ce qu'on en est. En plus, dans ces situations-là, tu as beaucoup de support qui est extraordinaire, mais tout le monde a aussi son interprétation. Et qu'à un certain moment, ça fait juste trop d'informations. Et moi, c'était un peu ça ma, mon approche, puis plutôt me centrer justement en méditant ou en faisant des trucs plus spirituels pour se connecter sur pas tant les savoirs fermes ou la connaissance intellectuelle, mettons. Là. Mm-hmm. Puis, t'es une fille qui aime vraiment beaucoup voyager, là, comme à HEC, tu travaillais pour les campus internationaux, puis même dans ton emploi actuel à l'ETS, tu travailles avec les étudiants internationaux. Est-ce que de ton expérience, parce que il y a des campus où tu accompagnais le groupe, le professeur, là, fait que tu as voyagé beaucoup, est-ce que pendant ces voyages-là, justement, toi, tu avais été exposée à d'autres façons de vivre qui t'ont comme inspiré dans ce que tu as vécu? Ben, surtout, je dirais en Inde, ou même, tu sais, comme tu disais, Coco, ça se passe au Mexique. Tu sais, il y a comme dans ces cultures-là, je pense que les générations se côtoient plus. Tu sais, souvent, les grands-parents vont habiter avec les parents, ce genre de choses-là. Puis il y a aussi une plus grande présence de la discussion par rapport à la mort, si tu penses en Inde, par exemple. Donc, je sais pas si ça m'a particulièrement inspirée dans cette situation-là, mais c'est sûr que puis on en a eu des conversations déjà à ce sujet-là, de parler de la mort, de parler de cette expérience-là, de briser le malaise aussi. Tu sais, quand ça s'était passé, je sentais qu'il y avait beaucoup de monde qui était absolument mal à l'aise de me demander comment ça allait ou qui savait pas trop comment aborder ça ou juste l'évitement total. Fait que c'est comme ma mini-mission d'essayer
dissoudre ce malaise-là ou essayer d'en parler ou de ne pas le rendre tabou ou de ne pas contribuer à ce que ça soit tabou, mettons. Ouais. C'est justement parce que pour préparer les podcasts, j'envoie toujours des suggestions de questions, puis tu viens d'aborder une que j'avais. Dans le fond, Sheryl Sandberg, elle a écrit un livre qui s'appelle Plan B parce que son mari est décédé subitement. Puis elle a décidé de justement parler du deuil et de la vie. Là, en fait, je pense que son message était aussi genre, il y a une vie après, puis tu as le droit d'être heureuse après. Là, parce qu'il y a une certaine culpabilité des fois aussi à se sentir heureux quand quelqu'un nous a quittés. Puis elle dit, dans le livre, elle disait que ce qui était difficile, c'est que la mort isole parce que les gens autour de soi, justement, comme tu disais, ne savent pas nécessairement quoi dire ou quoi faire, puis ils vont s'éloigner parce qu'ils ont un trop grand malaise. C'est ça, est-ce que toi, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, ma question, c'est est-ce que toi, tu as perçu ou ressenti ça? Tu disais tantôt que ça t'a rapproché parce que tu as vécu, tu sais, il y a plusieurs personnes autour de toi qui a aidé, qui étaient au chevet de ton père, mais en même temps, ça a éloigné. Fait que comment tu as vécu ça, l'aspect social autour de... Oui. C'est hyper diversifié. Ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'étais chanceuse quand même d'avoir une amie très proche qui avait déjà vécu ça. Fait que c'est sûr que j'étais capable d'en parler puis en détail de voici comment je me sens. Elle était déjà passée à travers ça. Je pense que justement, comme tu parlais, la culpabilité, le mix d'émotions que je parlais plus tôt. J'ai une psy aussi que je voyais déjà qui a vécu ça. Fait que j'ai été vraiment chanceuse d'avoir des gens proches qui avaient déjà vécu ça parce que je pense que si tu ne l'as pas vécu, d'accompagner quelqu'un en phase terminale, c'est difficile de comprendre l'intensité de la situation. Par contre, j'ai des amis qui ne l'avaient pas vécu, qui ont été super là pour moi aussi, qui n'avaient pas nécessairement le malaise de me demander. Puis en fait, je pense que ça s'applique dans des situations comme ça, mais d'autres, si quelqu'un passe à travers quelque chose de difficile, de juste dire hey, comment ça va? Mais tu sais, pour vrai, tu sais, ça va, puis j'ai hâte que tu répondes, puis on passe à d'autres choses. Tu sais, tu peux pas savoir l'autre personne comment elle se sent, puis les interprétations sont pas toujours exactes. Fait que, tu sais, je te dirais que j'ai eu les deux exemples de des gens qui sont tellement mal à l'aise, qui savent pas trop par où le prendre, ou des gens des amis qui m'ont contacté, tu sais, juste après que mon père soit décédé, qu'on dirait qu'ils savaient pas comment aborder ça avant. Comme si avant, tu sais pas quoi dire, puis une fois que c'est fait, ben là, tu sais plus comment dire mes condoléances, là. Hyper diversifié, disons, mais oui, c'est sûr que ça peut être hyper isolant. Puis tu as aussi, toi, pas tout le temps le goût d'en parler. Puis des fois, tu sais juste pas quoi dire. Tu sais, si tu te fais demander comment ça va, c'est juste comme, je sais pas par où commencer. Puis il y a tellement de choses qui se passent que même nous, même la personne qui passe à travers ça, de mettre des mots là-dessus, c'est difficile. Fait que des fois, c'est plus facile de juste pas en parler ou... Fait que, tu sais, je me souviens, des fois, je voyais des amis, puis ils disaient, on va juste en parler 10 minutes, là, je vais pleurer, puis, tu sais, on passe à d'autres choses parce que si je fais semblant que ça n'existe pas, ben ça me reste comme collé. Puis, tu sais, des fois, ça fait juste du bien. Bon, je vais t'en parler, je vais pleurer, puis, tu sais, après ça, on va avoir passé à travers, puis comme, on va pouvoir parler d'autres choses aussi, puisque la vie continue, tu sais. Mais de juste, comment je pourrais dire, de pas ou de faire semblant que ça n'existe pas, c'est comme la chose la plus grosse qui se passe dans ta vie. Ça marche pas, là. Non, en tout cas, pour moi, tu sais. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vivent ça différemment, mais de juste ignorer cet éléphant rose dans la pièce, ça fonctionne pas. Je pense que tôt ou tard, faut se confronter à ce qu'on ressent. Tu sais, dans le sens que quelqu'un peut peut-être le bloquer ou l'adresser d'une certaine façon jusqu'au décès de la personne, mais ça va juste réémerger des années plus tard, mais j'ai l'impression que c'est inévitable qu'on doit adresser les émotions qui nous habitent, tu sais, positives, négatives, finalement, tu sais, puis fait, tu sais, ta vision du quotidien, ça aussi, c'est une question qui nous fascine avec Ronan, c'est comment mieux vivre au quotidien. Puis le mouvement en fait partie, mais
sais, le mouvement, c'est pas juste l'aspect mécanique du corps, c'est aussi l'aspect émotionnel. Tu sais, on a eu des invités qui étaient des profs de yoga, des profs de danse, puis on a plus parlé, mettons, de la conscience du corps. Comment on se sent dans son corps. Puis j'ai réalisé récemment qu'il y a aussi une dimension comme spirituelle au mouvement, dans le sens où le mouvement contribue à faire du sens de notre vie. Fait que, comme je disais au début, c'est un peu ça le lien qu'on voit avec la thématique aujourd'hui, c'est que moi, ça m'a amené énormément à réfléchir à quel genre de vie j'ai envie de vivre. Puis on dirait que ce qui a émergé de toutes mes recherches puis mes réflexions, c'est que finalement, nous, on ne veut pas valoriser juste le grandiose. Tu sais, il y a des marques comme Red Bull que eux, c'est genre les émotions fortes, puis c'est des trucs tellement casse-cou. Puis Renard, c'est comme plus les petites choses du quotidien ont tellement plus de valeur à nos yeux maintenant, puis on est comme reconnaissant de notre café le matin, tu sais, on a reçu des fleurs en cadeau, puis on a fait « Ah, c'est tellement beau, pourquoi ça fait pas partie de notre... » Pourquoi qu'on se met pas à en acheter des petites... On dirait qu'on maintenant, on veut vivre ces petits moments-là jour après jour. Fait que c'était aussi dans mes réflexions, j'étais vraiment curieuse de savoir comment ce que tu as vécu a influencé ta perception. Il y a le grand sens de la vie, là, oui, mais aussi comme juste de la vie quotidienne, tu sais. Fait qu'il y a comme... On peut peut-être commencer le pendant, parce que, comme tu disais, tu as vécu c'était pas abrupt. Fait que tu devais toujours conjuguer avec ta vie continue, mais c'est quelque chose d'énorme qui se passe. Fait que comment ton quotidien ressemblait à quoi comme quand ça s'est passé, tu sais? C'était quoi ta perception du quotidien quand ton père était à l'hôpital? C'était vraiment parce que, juste pour préciser, suite au diagnostic, dans le fond, il avait été hospitalisé aux soins palliatifs 2 semaines. Après, il est ressorti, il a été à la maison pendant une partie de l'été. Puis, en septembre, là, quand les choses ont commencé à moins bien aller, on est retourné à l'hôpital. Puis là, c'est là qu'après 2 semaines, il est décédé. Vraiment beaucoup de réponses qui me viennent en tête, c'est à ta question, mais la première fois qu'il a été hospitalisé, on venait d'apprendre ça, on était dans une bulle, tu sais, c'était vraiment spécial. Je me souviens, il était hospitalisé au CHUL, puis au CHUL, Québec, là, je pense tout le temps au CHUL, mais au CHUL, puis ma mère puis moi, c'est sûr, on passait, tu sais, puis c'était des journées vraiment éprouvantes. À chaque jour, on avait comme plus de nouvelles, plus de détails. Mon père, à ce moment-là, il était hospitalisé parce qu'il avait des problèmes de gestion de douleurs. Il avait des douleurs hyper aiguës, très, très, très difficiles à vivre. Fait que c'était vraiment intense quand on était avec lui. Puis, tu sais, je me souviens de prendre le métro puis de me retourner chez moi puis d'être comme aïe, tu sais, la vie continue. Il y a du monde dans le métro qui rit. Tu sais, c'est comme, t'es tellement déconnecté parce que toi, ton monde a juste arrêté, tu sais. Puis en même temps, ça te fait, pendant qu'il était hospitalisé, par exemple, mais tu sais, aussi pendant qu'il était à la maison, ça te fait apprécier, comme tu disais, les petites choses de la vie. Tu sais, quand, je pense que quelqu'un a un cancer dans le système digestif, tu sais, l'appétit, la digestion, quelqu'un a faim, quelqu'un... Tu sais, mon père, les goûts avaient été vraiment modifiés. Il disait des fois à ma mère, ah, t'as vraiment beaucoup épicé, tel truc. Ma mère, elle disait, j'ai mis aucune épice. Les choses qu'il aimait avant, tu sais, ils les aimaient plus. Tu sais, fait que chaque repas, des fois, ça pouvait bien aller, moins bien aller. Ça constitue un petit peu un stress. Une belle journée, on en profite. Une journée qui est en forme, on en profitait. Tu sais, fait que ça te fait vraiment retourner à la base parce que tu sais que chaque repas n'est pas nécessairement facile. Quand ça va bien, là, t'en profites. Il te dit, hey, c'est quand il disait, mettons, hey, j'aurais le goût de manger ça. Je te dis, on courait aller le chercher. Tu sais, comme, on y avait acheté pendant l'été une chaise zéro gravité, là. Oh boy, il pouvait plus. Il était tellement confortable là-dessus parce qu'il y avait des mal de dos et tout. Fait que, tu sais, c'est comme les petites choses de la vie que tu dis, hey, nous, on mange 3 fois par jour, on mange souvent rapidement. Puis, tu sais, c'est comme, c'est plus fonctionnel des fois que de vraiment profiter. Le fait d'être capable de pas avoir de douleur. Tu sais, des fois, mon père, il était juste comme, on était là, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai pas mal, puis là, j'en profite. Tu sais, c'était vraiment parce que la douleur, ça faisait partie de son quotidien, pas toujours, mais tu sais, quand il y avait vraiment pas de douleur, là, c'était comme, fallait qu'il morde à pleines dents dans le moment, puis il avait pas besoin de faire autre chose que juste profiter du fait qu'il avait pas mal, tu sais.
Mhm. Fait que ça, tu sais, ça te ramène aux petits trucs du quotidien. Puis après ça, les petites choses de quoi on se plaignait avant, ben ils semblent vraiment moins importantes ou moins. Est-ce que tu vas vraiment passer 10 minutes à te plaindre que X, Y, Z? Ben, peut-être moins, tu sais, parce que tu te rends Mhm. compte que tu es vraiment chanceux, que tu as le privilège d'être capable de manger, d'avoir envie de manger un croissant le samedi matin, c'est n'importe quoi, mais ça te ramène vraiment à l'essentiel, tu sais. Mhm. Puis l'autre chose qui me met en tête quand tu as posé la question, c'est que à la fin de sa vie, tu sais, mon père, il était comme, j'en aurais pris plus, mais j'ai pas de regrets. Parce que c'était quelqu'un Mhm. qui, qui mordait dans la vie à pleines dents. Tu sais, il avait une carrière professionnelle, mais il avait été artiste aussi à temps partiel. Il avait pris sa retraite. Quand il a commencé à être malade, il était en train d'exposer ses sculptures à Paris. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui était allé. Il y avait eu un gros accident aussi quelques années plus tôt où il s'était fracturé tous les os du visage et tout. Fait que ça lui avait donné, pas qu'il en avait besoin d'un, mais un encore plus gros wake-up call en se disant j'aurais pu y passer. Tu sais. Fait que à partir de là, il est allé faire des cours de sculpture à Florence. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un d'entier. Fait que c'était inspirant de voir ça parce qu'il disait j'aurais continué puis j'en avais encore plein de projets, mais à partir du moment où je sais qu'il m'en reste plus beaucoup, j'ai pas de regrets. Mhm. Tu sais, fait que ça, c'était vraiment, vraiment beau de voir ça. Puis tu te dis, est-ce que moi, si jamais, tu sais, sans vivre avec ça comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, si moi, aujourd'hui, ça devait finir, est-ce que j'en aurais des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que je me dirais, j'aurais dû le faire, puis je l'ai pas fait? Tu sais, Mhm. fait que ça t'amène une autre façon de vivre, parce que ultimement, on va pratiquement, je veux dire, pas pratiquement, mais on va tous mourir, on sait juste pas quand, mais le fait de dire, tu sais, je vis tous les jours en ayant pas de regrets ou en vivant pleinement. Tu sais, j'ai un envie et je ne la remets peut-être pas dans mon plan quinquennal dans 5 ans. Tu sais. Justement, si j'ai le goût d'aller suivre des cours de sculpture à Florence, ben je m'organise puis j'y vais. Tu sais. Fait Mhm. que dans ce sens-là, je pense que c'est une façon de vivre qui est inspirante aussi. Tu sais. Mhm. Non, c'est vraiment beau. Pendant le début de Renard, un slogan que j'avais utilisé, c'était le retour à l'essentiel. Ouais, On était beaucoup autour de famille puis du jeu à ce moment-là, puis de revenir à comment on bougeait puis on jouait quand on était enfant, que c'était ouais, tellement naturel, puis de dire ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis juste trouver l'essence des choses. ouais. Puis en cours de route, j'ai découvert un livre qui s'appelle Essentialism de Greg McCone. Puis il parle justement de ça que dans la vie, il faut savoir ce qui est essentiel pour nous. Puis il dit, l'humain moderne, on vit dans l'illusion qu'on est éternel. Puis on ne veut pas accepter qu'on a des ressources limitées. Tu sais, puis Ouais. c'est comme, je pense, dans la vie, on peut tout faire. Il y a plein de possibilités, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Puis il faut quand même choisir. On peut faire n'importe quoi, mais on ne peut pas tout faire non plus. Tu sais, mais ça nous ramène à la question comme, ben, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, puis comment je veux vivre. Puis je pense que sans avoir vécu quelque chose qui est aussi intense que toi, ma relation à la mort, c'était euh, j'ai peur de mourir puis de ne pas avoir fait ce que j'ai envie de faire. Puis ça me donnait un sentiment de manquer de temps tout le temps. On dirait comme mes journées, je me disais, hey, c'est bizarre, mais tu sais, je me disais, si je meurs là, comme c'était tellement une journée de crap, genre, aucune idée, comme, j'ai l'impression que ma vie a l'air insignifiante, genre, comme, si je le remets en perspective qu'un jour je vais mourir, j'étais là, je peux pas croire que j'ai perdu du temps sur tel aspect, tu sais. Puis finalement, ben, je réalise qu'il fallait pas que je me dise le quotidien est insignifiant quand on pense à la profondeur de la réflexion, des réflexions sur la mort, puis j'étais là, au contraire, ça m'a ramené plus à valoriser le quotidien puis à dire c'est ça qui est précieux. En tout cas. Ouais, puis tu sais, c'est sûr, je fais référence à, mettons, bon, il est allé faire un cours de sculpture à Florence, mais tu sais, ça peut être aussi, il entretenait des bonnes relations au quotidien avec les gens autour de lui, il était bien entouré, il avait des amis. C'est comme, on a toujours, je pense, effectivement,
tendance à y aller dans le grandiose, puis alors que ce qui nous rend heureux ou ce qui comment je pourrais nous donne de la satisfaction, ça peut aussi être de passer du temps avec les gens qu'on aime, de faire des choses pour soi qui sont pas dans l'ultra-marathon non plus, tu sais, c'est dans les petites choses aussi, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, pour la sculpture à Florence, je pense que c'est intéressant que ton père ait réalisé que c'était accessible, que ça pouvait faire partie de sa vie. Ben, tu sais, je pense qu'il y a cette vision-là aussi, qu'il y a des choses qui sont lointaines ou qui sont pour le futur, tu sais, qu'on met à plus tard, tu sais. Au lieu de se dire, si ça m'interpelle maintenant, qu'est-ce qui fait que je le remets à plus tard? Pourquoi je ne l'intègre pas dans ma vie au quotidien? Puis que finalement, comme, c'est ça, aller faire de la sculpture à Florence, ça peut avoir l'air grandiose ou important, puis c'est pas le moment, mais ça nous ramène à, non, ça peut faire partie de ma vie, tu sais, dès maintenant. Ben oui. Fait que de ton côté, fait que, tu sais, là, on parlait de ce que tu as réalisé, les réflexions que ça t'a amené pendant. Fait que maintenant, fait que là, ça fait 7 mois. Est-ce que tu sens que quand tu te lèves le matin, ta vision de la vie est différente? Je pense que oui. Je pense que mon niveau de résilience est comme vraiment élevé, là. Par exemple, on en parlait un petit peu tout à l'heure dans la situation actuelle d'isolement et tout ça, tu sais. C'est sûr que je reste la même personne, mais je pense que ma perspective par rapport aux choses, puis la gravité des choses que j'aurais pu percevoir comme étant très graves et très dramatiques avant ça, l'importance ou la gravité sont relativisées, disons. Évidemment, tu sais, il y a toujours un questionnement de donner plus de sens ou de vivre une vie plus intentionnelle, mettons. Puis c'est sûr aussi que je pense que quand tu perds quelqu'un de proche, tu dis tout le temps, ah, est-ce que cette personne-là serait d'accord avec le choix que j'ai fait? Ou tu sais, c'est toutes des questions que tu te poses, je pense, au quotidien, c'est normal. Mais ouais, je pense que ça shift. Puis ultimement, sûrement que dans 5 ans, j'aurais peut-être une réponse un peu différente. Je pense que là, on est encore vraiment proche de cette expérience-là. Mais oui, je pense que ça transforme, ça resserre des liens, ça te ramène à ce que toi, tu trouves important. Fait que c'est sûr que ça transforme. C'est intéressant ce que tu dis, comment ça te permet de relativiser la gravité des choses. Je me rappelle plus du tout de où j'avais entendu ça, mais c'est quelqu'un qui expliquait, tu sais, il avait observé une fille pogner les nerfs dans une file d'épicerie parce qu'elle trouvait ça long, puis elle avait comme pitché des affaires comme ça, puis il s'est dit que c'est pas un comportement particulièrement inspirant, mais on peut peut-être que si pour elle, ça, c'est un drame, c'est parce que c'est peut-être effectivement la chose la plus dramatique qu'elle vit dans sa vie aujourd'hui. Puis ça nous montre à quel point on ne le réalise pas, comment on vit dans de la ouate en ce moment. Comment on n'est pas du tout dans une perspective de survie. On peut vivre, on a des loisirs, des trucs de base comme s'abriter, se nourrir, c'est plus un stress quotidien. Là, le confinement nous a ébranlés, nous a fait questionner, genre, est-ce que je vais avoir assez de nourriture? Mais en général, puis même au Québec, on est assez choyé jusqu'à maintenant. Il y a eu des inondations, mais comme il n'y a pas non plus des tornades, des ouragans qui menacent de faire disparaître nos villes. Il y a cette ouate-là. Moi, ça m'a fait prendre conscience de mes propres comportements parce que j'avais tendance à ne pas être particulièrement patiente pour ce genre de choses-là non plus, à attendre en file. Puis t'es comme, la vie est si courte, tu peux pas croire que je... Tu sais, quand on dit, on a de la misère à remettre les choses en perspective, puis tu te dis, c'est insignifiant, il faut que je vive quelque chose de plus grand que ça, je peux pas perdre mon temps dans une file d'attente, il faut que ça aille vite, tu sais. Puis là, quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai fait, aïe, je veux-tu ça? Comme vie être la fille qui pogne les nerfs dans des files d'attente comme si c'était la fin du monde. Puis j'ai fait non. Puis là, finalement, j'essaie de flipper ça puis de dire si j'ai à attendre, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est 3 minutes, puis je vais prendre ces minutes-là pour méditer. C'est juste une opportunité, si je me sens irritée, de pratiquer quand tu parlais tantôt de vivre avec l'intention d'être mindful, d'être présente. Puis je pense qu'on a cette peur-là que quelque chose nous arrive de grave, de vivre quelque chose de grave, puis de ne pas s'en remettre. Fait que la résilience,
de traverser quelque chose de grave, puis finalement être capable de s'en tirer, ça doit te faire sentir comme apte à agir sur ta vie dans d'autres sphères. Je ne sais pas si toi, comment, comme ce que tu as vécu, finalement, tu te rends compte que ça se transpose dans d'autres domaines. Ouais. Comme tu dis, c'est quand même assez tôt là, pour avoir ce recul-là. Mais que d'un côté, la pomme n'était pas tombée très loin de l'arbre aussi. Là, j'ai beaucoup voyagé, puis j'ai fait beaucoup de trucs. Dans le sens que avant cette expérience-là, j'étais capable de beaucoup sortir de ma zone de confort, de passer au-delà des peurs pour vivre des expériences et tout. Mais c'est sûr que quand c'est comme je te disais au début, j'étais comme, je vais pas être capable. Genre, j'ai juste pas la force pour ça. Puis effectivement, pendant que tu le vis, il y a des moments que t'es comme, je suis plus capable. Puis ultimement, t'es encore capable. C'est vraiment bizarre de le dire, mais c'est comme si ton cerveau il disait, là c'est trop difficile. Puis ultimement, tu trouves la force. Je voudrais pas vivre tout le temps dans cette sphère-là parce que c'est des moments où tu es vraiment au bout de la santé mentale ou de ton équilibre personnel. Mais ça prouve à quel point on est capable de beaucoup plus qu'on pense. Fait que oui, effectivement, après avoir vécu ça, honnêtement, je vois 2 ou 3 scénarios qui pourraient être pires comme expérience. Mais tu dis, après ça, il n'y a plus rien. Surtout les gens avec qui tu l'as vécu, tu t'es vu dans tes pires situations, dans tes pires moments. Fait que tu dis, après ça, qu'est-ce qui peut vraiment nous arriver qui est pire que ça? Ben non, je pense qu'on est capable. Tu sais, comme je te disais, ça solidifie vraiment les relations. Mm-hmm. Puis tu testes. Tu souhaiterais pas te tester comme ça, mais tu te rends compte qu'on est capable de beaucoup plus qu'on pense. Puis qu'on a une résilience aussi malgré ces moments-là qui étaient difficiles. Tu es quand même capable d'apprécier la vie à travers ça. C'est encore une fois ce mix d'émotions. Des moments de célébration qui peuvent avoir lieu à travers ça, des beaux moments, des moments de partage ou de discussion. C'est pas tout blanc, tout noir, c'est comme plein de beaux moments à travers. Ma mère a dit souvent, c'est vraiment on a plein de cadeaux mal emballés, dans le sens que le contexte dans lequel ils sont livrés sont vraiment détestables, mais ultimement, t'as plein de beaux moments malgré tout. Fait que, ouais. Ah, c'est beau ce que tu amènes comme portrait de les nuances émotives, en fait. Comme on disait, comme au début, la mort a cette image-là d'être dramatique. Noir, c'est de la tristesse à profusion. Puis ce que tu montres, en fait, c'est que, en fait, c'est ça, c'était vraiment plus cyclique, aléatoire, varié. Tu sais, j'imagine comme tu peux te sentir reconnaissante un moment, puis après, vous avez du rire ensemble. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, t'as des moments hyper dramatiques. Puis, ultimement, tu sais, quand mon père est rentré à l'hôpital la dernière fois, tu sais, c'était vraiment dramatique. On a appelé l'ambulance et tout. Puis, tu sais, là, les ambulanciers arrivent. Puis là, en tout cas, c'est difficile, j'entre pas dans les détails, mais tu sais, puis là, mon père se fait embarquer sur la civière. Puis, prochaine chose qu'il fait, c'est genre faire une grosse joke. Puis là, tout le monde était comme dans l'intensité. Puis là, ça détend l'atmosphère. Mais tu sais, c'était vraiment fidèle à sa personnalité. Tu sais. Pour lui, c'était comme l'humour, c'est une de ses façons de dédramatiser puis de dire que bon, c'est correct là maintenant, tu sais, comme ça va. Puis tu sais, ça reste que si, mettons, il était décédé d'un coup, on n'aurait pas eu plein de discussions qu'on a été capable d'avoir. Tu sais, fait que ça reste qu'on apprécie vraiment la façon dont ça s'est passé. On n'aurait pas souhaité ça, mais ça a fait qu'on a été plus près, si je pourrais dire, à lui dire au revoir, à le voir partir. Puis c'est comme pas idéal, puis c'est peut-être pas ce qu'on aurait choisi, mais ultimement, c'est ça qui est arrivé. Fait que ça reste qu'on a eu plein de beaux moments à travers tout ça. Ça n'a pas été 3 mois de désespoir, là, tu sais. Vincent et moi, on a fait notre premier podcast ensemble la semaine dernière, puis on a un peu présenté le parcours de Vincent, puis lui,
un moment qui lui a fait plus réfléchir à la mort et à l'impermanence, c'est qu'il était au Népal pendant les tremblements de terre de 2015 qui ont tué des milliers et des milliers de personnes. C'était le pire tremblement de terre, je pense, depuis les années 30. Puis il aurait pu, tu sais, l'édifice dans lequel il était la matinée avant qu'il quitte, comme quand il est revenu, je pense en après-midi, l'édifice n'était plus là. Fait que, tu sais, comme ça lui a fait rendre compte qu'il aurait pu être parmi les victimes, tu sais. Mais ce qui était beau, c'est que justement, quand il racontait ce qu'il avait vécu, parce qu'une de mes questions, c'était justement le moment même, dans les jours suivants, la vie ressemble à quoi, tu sais, le quotidien ressemble à quoi, puis il dit, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles, puis dramatique, mais il y a aussi cette vague-là de solidarité où les gens commencent à s'entraider, puis ils réfléchissent à leur famille, puis ils vont aller leur faire de la nourriture. L'entraide émerge aussi. Fait un peu comme ce que tu me décris en ce moment, la scène que j'imaginais, qui est une scène où il y a de la poussière partout, puis les gens crient, puis que c'est la panique, finalement, oui, il y a ça, tu sais, ça en fait partie, puis il y a une intensité, mais il y a aussi plusieurs autres nuances. Ouais. Puis ça m'a beaucoup apaisé de penser à ça, que de cette image-là, puis finalement, comme dans les jours suivants, c'est ça, les gens ont essayé de s'organiser, de s'entraider, puis après, l'aide humanitaire est embarquée, tu sais. Puis, fait que je trouve ça beau que tu m'en parles, puis on dirait que ça dédramatise Ouais. Ouais. un Puis, moment je de pense vie que comme je te ça. le racontais aussi quand on s'était parlé à propos de ce podcast-là, que tu sais, les derniers jours de mon père, ça a été très intense. On l'a veillé plusieurs jours et tout. Puis le lendemain de son décès, bon, on était avec ma mère et tout. Il y avait beaucoup de choses à faire. Puis c'était une belle journée de septembre. Puis tu sais, avec mon chum, on se disait, à un moment donné, j'ai dit, on va-tu juste prendre un verre sur une terrasse? C'est juste faire quelque chose de normal. Mm-hmm. Puis c'était tellement un beau moment. On est allé au feu Alexandra-Platz, puis on a un couple d'amis qui sont venus nous rejoindre. Puis oui, c'était triste, puis oui, ça venait de se passer, mais c'est comme, ça donnait aussi espoir, mais que la vie est quand même continue avec des amis, on est capable de rire et tout. C'est comme toutes ces émotions-là encore qui se côtoient, mais de dire, OK, ça donne comme un petit. Tu sais, ça va être correct ultimement, là. C'est comme, oui, ça va être des jours, des semaines, des mois difficiles, mais si on est bien entouré, tu sais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs malgré tout, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais. Tu parles aussi, tu sais, on dirait, moi, je suis fascinée par le vocabulaire, puis les mots, puis comment ça me fait sentir. On dirait que ce qui émerge dans tes discussions, c'est aussi l'aspect humain. C'est ça qui est spécial, c'est que la mort, on sent que ça nous enlève quelque chose. Ça nous enlève quelqu'un. Ouais. Mais, tu sais, puis selon certaines cultures, en fait, il y a une reconnaissance que l'esprit de la personne va toujours être là. Fait que, tu sais, je pense que c'est une vision aussi occidentale de dire si le corps est plus là, la personne n'est plus là. Fait qu'on a juste l'impression que la mort enlève, mais j'ai réalisé, tu sais, ce qui est particulier, c'est on parlait tantôt, on s'est connu par le campus international, mais la personne à HEC qui a fait partie de l'équipe pionnière qui a monté le campus en Israël, c'est Gabriel Kripsa, qui est décédé l'année dernière. Puis, quand je suis allée à ses funérailles, ce que j'ai trouvé magnifique, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de ces anciennes étudiantes. On a été un groupe finalement de 8 personnes. C'était juste, moi, j'étais l'assistante dans le fond, dans le cours de Gabriel, mais les 7 autres personnes, c'était juste des filles qui l'avaient apprécié puis qui voulaient être présentes, même si ça faisait des années qu'ils ne l'avaient pas vu. Puis la journée des funérailles, j'étais assise à la table, puis j'étais comme « Wow, c'est particulier parce qu'on pense que la mort enlève, mais la mort a aussi cette circonstance-là fait que je me suis sentie plus connectée avec d'autres personnes, puis de partager ces moments-là, fondamentalement humain. C'était juste touchant, puis il y a quelque chose qui était beau aussi là-dedans, puis j'ai fait « Oh, la mort sépare, mais la mort rassemble aussi. » Ouais. C'est pas un ou l'autre. Genre, tu sais, ouais. Mais c'est drôle, quand tu racontes ça, ça me fait beaucoup penser, tu sais, au début, quand on a commencé tout le processus en soins palliatifs, quand mon père a été hospitalisé au CHUM, quand il est revenu à la maison aussi, on avait des gens, des infirmières, puis des médecins, une médecin qui venait à la maison. Tu sais, on leur demandait tout le temps, qu'est-ce qui a fait que vous travaillez, tu sais, dans
ce domaine-là, là, qui est vraiment spécial, c'est lourd et tout. Puis les gens nous répondaient tout le temps, autant la naissance, c'est lumineux, autant la mort, ça peut être lumineux aussi. Et en fait, pas ça peut, mais c'est l'est parce que tu reviens vraiment, encore là, comme tu mentionnais plutôt, à l'essentiel. Puis, c'est les masques qui tombent, puis tu as accès à. Ce qu'il me disait, c'est que tu as accès vraiment à la personne. Elle n'a plus besoin d'être en mode égo ou en mode show-off. Elle n'a plus rien à prouver, d'être en fin de vie. Puis eux trouvaient qu'ils faisaient une grande différence. Puis que ça se comparait à la naissance. Mais c'est sûr que quand toi, tu vis ça, c'est comme, oh, comment tu fais? Mais avec le recul, je peux comprendre. Puis, tu sais, il y avait une infirmière, entre autres, au CHUM, puis elle avait vécu avec son père. Fait que, c'est sûr, on avait à peu près le même âge, tu sais, on connectait plus. Puis tu sais, maintenant, je peux comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est sûr que moi, je le vivais comme mon expérience et non pas de prendre soin de quelqu'un, mais tu sais, je me dis, ah, peut-être pas maintenant, mais ultimement, je ferais sûrement du bénévolat dans ces cadres-là. Puis il y avait beaucoup de bénévoles au CHUM aussi. Dans les maisons de soins palliatifs, il y a souvent beaucoup de bénévoles. Mais dans le sens que c'est notre image puis notre tabou qui fait qu'on pense que c'est un moment dramatique, noir, macabre ou lugubre. Puis ça l'est une partie, mais c'est pas juste ça, tu sais. Puis nous, on prend soin des gens vivants. Et la mort, c'est 1 heure peut-être sur le séjour de la personne à l'hôpital. Fait que c'est une petite partie. On prend soin pas des gens qui vont mourir, des gens qui sont en fin de vie, mais qui sont vivants, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme un changement de perspective. Puis à chaque fois qu'il nous disait ça, on était comme ah, OK, c'est bon, on comprend, mais avec le recul, je comprends mieux qu'est-ce qu'il voulait dire. Oui, c'est beau, c'est vrai. On entend en fin de vie, on pense juste au mot fin. Oui, c'est ça. On pense à la fin, là, après, puis on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, puis personne ne va peut-être jamais pouvoir le savoir réellement. Mais eux, ils sont concentrés sur le mot vie, puis de dire que leur mission, c'est d'aider à ce que la vie soit encore belle. Oui, puis à rendre ça confortable, puis agréable, puis que les gens puissent voir leur famille, les recevoir, rendre le tout confortable, dans la dignité aussi, que la personne, tant qu'il est là, c'est à la personne qui s'adresse pour les soins, puis voici, qu'est-ce qu'on va faire, peu importe le soin, là, mais il s'adresse au patient qui est une personne, et non pas, j'arrive puis je fais ça, c'est comme la personne est vraiment digne jusqu'à la fin, puis est une personne à part entière, tu sais. Fait que... c'est touchant. On dirait que, c'est vrai, ça me fait réaliser comment la majorité de la société est déconnectée de la mort, mais il y a encore des professions qui sont exposées à ça constamment. Ça me fait réaliser comment ma mère a été infirmière en gériatrie pendant 35 ans. Là, elle est à la retraite, puis avec les personnes âgées, ça fait que la mort est aussi présente, là. Puis j'ai réalisé que j'en avais jamais parlé avec elle, de c'est quoi sa réalité de travail. Tu sais, moi, je pensais, mettons, aux douches puis aux couches, là, tu sais. C'est un peu absurde, encore une fois, mais c'est comme une émission. Tu sais, il y a Netflix, Grey's Anatomy est ressorti sur Netflix, puis j'avais jamais écouté ça de ma vie, j'étais juste curieuse, fait que j'ai commencé à en écouter. Puis c'est niaiseux, mais c'est cette émission-là qui m'a fait réaliser que travailler dans un hôpital, on s'entend, les scénarios dans Grey's Anatomy, c'est over the top, là. Il y en a que c'est... c'est un soap opera, là, qui se passe dans un hôpital, mais ça m'a quand même pris ça pour que... J'avais jamais écouté d'émission non plus autour des hôpitaux, tu sais, pour réaliser, de dire, OK, ma mère a été exposée à des situations comme ça, puis ça m'était jamais venu à l'esprit de lui demander qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, puis naturellement, elle me parlait pas nécessairement des décès ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est comme la réalité pour des personnes, puis que c'est vrai que c'est intriguant de l'extérieur de comprendre qu'est-ce qui peut nous amener à servir, mais il y a quelque chose, j'adore le fait que la réponse que tu as reçue, de dire, il y a quelque chose de lumineux encore. La vie est encore là, tu sais. Oui, absolument. Ouais. Fait qu'est-ce qui te... fait que c'est ça, comme moi, je suis fascinée de répondre à la question dans ma vie de qu'est-ce qui me fait sentir vivante, tu sais. Fait que c'est au niveau énergétique, là, qu'est-ce qui, en moi, me fait sentir comme... J'ai pas encore défini exactement comme c'est quoi pour moi la vitalité, là. Il y a quelque chose de tellement intangible,
pas une discussion qu'on a souvent. Comme les gens vont parler de passion, qu'est-ce qui te passionne? Mais moi, on dirait que c'est énergétique de dire qu'est-ce qui fait que j'ai de l'énergie, je me sens vivante, je me sens heureuse. Fait que toi, de ton côté, en ce moment, t'as-tu mis le doigt sur ça, justement, ce qui te fait sentir vivante, puis ce à quoi tu as envie de dédier tes journées? Ouais. Ben, surtout en temps de confinement, je dirais les contacts humains. Je pense qu'on s'ennuie tous de prendre un café ou un verre avec des amis, de côtoyer des gens, mais je pense que c'est quelque chose que même hors confinement donne beaucoup d'énergie puis donne beaucoup de vitalité. C'est dans le cadre de mon travail aussi, beaucoup de contacts avec d'autres. Moi, je suis une personne hyper curieuse, puis je pense que ce genre d'événement-là ne fait qu'amplifier ma curiosité justement par rapport à des choses que je connais. J'avais pas vraiment eu de contact avec la mort. Là. J'ai plus une curiosité. C'est pas juste curiosité. C'est pas une curiosité morbide, là, mais dans le sens que curiosité de savoir comment on peut vivre ça dans notre quotidien ou comment on peut améliorer toute notre relation avec la mort ou d'apprivoiser plutôt, hein, peut-être pas améliorer, mais apprivoiser cette relation-là. D'en parler plus, puis juste de faire des choses qui nous, qui nous nourrissent. C'est évidemment dans tout ça aussi, il y a tout un côté spirituel à développer ou qui, comment je pourrais dire, soit pas je veux pas dire l'utilité comme étant genre un processus utile et donc qu'il y a des résultats. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus comme c'est une démarche qui est pertinente dans ces moments-là quand tu poses plein de questions sur le sens de la vie et autres. Là. Oui, plein de choses. Fait que quand tu étais au chevet de ton père, comme tu dis, tu n'étais pas dans un mode intellectuel. Là, maintenant que tu as plus de recul, est-ce que, tu sais, que ta curiosité embarque, est-ce que tu étais justement plus en mode recherche? Mais j'ai été plus en mode recherche, mais pas intellectuelle. Tu sais, je pense que je t'en avais parlé, j'avais comme un besoin de sentir que j'étais peut-être pas la seule, comme consciemment, rationnellement, je sais que j'étais pas la seule personne qui avait jamais vécu ça de toute sa vie, mais ça me faisait du bien. Tu sais, je t'avais parlé du livre de Éric Emmanuel Schmitt qui a perdu sa mère, mais dans une situation complètement différente. Mais c'était comme son journal intime, puis je l'ai lu vraiment pas longtemps après que mon père décède. Ça m'a juste fait du bien de voir comme l'intensité des émotions, de dire, OK, tu sais, je suis pas la seule à vivre ça, tu sais, c'est comme normal, entre guillemets. De juste voir comme la diversité des expériences face à la mort. Puis il y avait un podcast aussi sur Radio-Canada, on connaît tous quelqu'un de 3 filles. Une avait perdu sa mère, une a perdu son chum, puis l'autre avait fait une dépression postpartum. Juste comme, puis genre, j'en parlais à ma psy justement, elle me dit, c'est macabre de ma part de vouloir écouter ce genre de choses-là ou elle me dit, tu sais, ça fait juste te sentir que t'es pas tout seul, puis ça normalise, puis ça fait juste du bien, ça l'apaise, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, OK, c'est correct. Mais moi, je savais que ça me faisait du bien. J'étais juste curieuse d'essayer de comprendre pourquoi, tu sais. Puis de parler. Puis ultimement, je pense que quand t'en parles, tu te rends compte qu'il y a plus de gens autour... En tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il y a plus de gens autour de moi qui ont perdu des gens, évidemment, proches ou qui ont vécu des drames, pas nécessairement d'avoir un décès, mais un deuil, ça peut être autre chose que juste le décès de quelqu'un de proche. Fait que c'est toutes des choses qui permettent de mieux comprendre. Quelqu'un fait une grosse dépression, ça peut être un deuil aussi. Moi, il y a quelques années, j'avais fait un burn-out. C'est comme un deuil en soi de certaines choses. C'est un moment aussi qui te ramène à te poser des questions, à te ramener à l'essentiel encore une fois, à savoir pourquoi tu fais ça. C'est toutes des expériences qui sont peut-être pas les mêmes, mais qui permettent de se connecter aussi. Je sais pas si ça a du sens, ce que je dis, mais pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens. On dirait que ça ramène à les principes fondamentaux dans le bouddhisme, là, de dire que vivre implique une certaine souffrance, mais que dans cette souffrance-là, c'est aussi
j'allais dire la semence, mais comme c'est ce qui amène aussi l'empathie. C'est aussi le seuil de l'empathie parce que quand on souffre, on peut se sentir excessivement vulnérable, mais c'est aussi des fois ce qui nous ouvre, tu sais, qui nous permettent de développer une plus grande sensibilité envers ce qu'on ressent, puis quand on le voit chez les autres aussi, d'être plus empathique puis de vouloir leur bien parce qu'on sait que souffrir, c'est pas agréable. Puis quand tu le vois chez l'autre, c'est ça, il y a une connexion qui se fait humaine de dire ce que je vis, je suis pas la seule. Bien, on a souvent l'impression d'être seule. C'est ça qui est particulier. Mm-hmm. Moi, j'ai une grande souffrance qui est venue à travers les années autour de l'anxiété parce que j'avais l'impression d'être seule à vivre ça. Puis finalement, comme encore plus dans le contexte actuel, on parle de plus en plus que le mal de notre génération, justement, on n'est plus une génération de survie. Il y a un mal existentiel, il y a plein de possibilités, il y a plein de choix, on se sent overwhelmed, il y a une charge mentale, on a l'impression qu'on doit tout faire, puis je pense qu'il y a une perte de sens de la vie, justement. Ouais. Puis que cette souffrance-là va se manifester en dépression puis en anxiété. Parce qu'il n'y a plus de limites, mais ça nous oblige aussi à se recentrer sur nous-mêmes puis à dire, ben qu'est-ce que je veux dans ma vie à moi face à tout ça. Tu sais, on a l'illusion que, ben on a une abondance de choix que des générations avant n'ont pas eu. Mais la contrepartie, c'est que face à plein de choix, tu peux être complètement enseveli. Mais finalement, je me rends compte que quand on parle de revenir à l'essentiel, ce qui est essentiel est complètement subjectif. Puis c'est nous, au fond de nous-mêmes, qu'on le sait. Puis comme, c'est vrai, il y a des choses qui sont partagées entre les humains. Fait que, tu sais, l'amour, ça fait du bien. Ça, c'est partagé. Puis, tu sais, le deuil, on va tous le vivre d'une manière ou d'une autre. Puis ça nous connecte. Mais il y a aussi une portion de la vie plus pragmatique au quotidien que est-ce que tu veux t'habiller en rose aujourd'hui? Est-ce que tu veux partir à Florence faire de la sculpture? C'est comme, ça, c'est juste nous. C'est à nous de décider, tu sais. Ça nous confronte, je pense, aussi à des valeurs fondamentales. De dire, qu'est-ce qui ferait que je partirais à Florence ou pas? Est-ce que ça représente le genre de vie que je veux avoir? Puis ce genre de discussion-là, ben ça peut ébranler, tu sais. Des fois, on est plus en pilote automatique, puis on a cette illusion-là que tout doit aller de manière comme linéaire. Puis cette notion-là, tu sais, l'impermanence, c'est des fois de réaliser qu'il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas dans notre petit plan bien cute. Oui. Ben oui, puis c'est comme tu parles de vulnérabilité, je pense qu'on serait surpris à quel point, parce que moi, j'ai été toujours à chaque fois que, admettons, quand j'ai fait mon burn-out, d'être vraiment vulnérable avec des amis ou même des gens moins proches de moi, de dire, OK, moi, je vis ça en ce moment. J'étais surprise de voir le nombre de personnes qui me disaient, ah ouais, parce que moi, j'ai vraiment flirté avec le burn-out, ce que tu me décris, je l'ai déjà vécu. Comme, ultimement, l'expérience humaine, on est capable de juste relate, là, de se connecter avec ces choses-là, puis c'est plus commun qu'on pense. On est capable d'ouvrir cette porte-là, puis d'en discuter. Tu te rends compte que quelqu'un a vécu une forme de, pas exactement la même chose, mais c'est ça qui nous connecte. C'est vrai que des moments difficiles, si on se sent vulnérable, on peut même se sentir coupable ou avoir honte de nos émotions. Puis je pense que là, ça fait un cercle vicieux de vouloir éviter ou étouffer des choses. Puis là, il y a plein de couches qui s'ajoutent. Puis comme quelqu'un parle de quelque chose, puis c'est super sensible, puis là, il y a quelque chose qui explose. Versus, comme tu dis, de juste aller au cœur de l'émotion. Si tu en parles de manière authentique, ça va inciter l'autre aussi à s'ouvrir de manière aussi authentique. Puis ça va être un moment partagé finalement, tu sais. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a toutes des peurs de, mettons, pleurer en public ou d'avoir une émotion négative. Ou, tu sais, c'est tout comme des craintes qui font que, justement, on supprime ça ou on essaie de dire, OK, non, je parlerai pas de ça parce que, genre, je vais avoir la larme à l'œil ou... Puis, ben, ultimement, c'est pas grave, là. C'est comme... j'ai assez pleuré devant tout le monde dans la dernière année que c'est genre... pas si dramatique quand ça se passe. Puis en fait, ça fait juste du bien que ça soit sorti puis que tu peux plus facilement passer à quelque chose d'autre après que de l'avoir ici puis de pas être capable de parler de rien d'autre parce que tu es juste pris dans l'émotion qui n'a pas été capable de sortir. T'sais. Est-ce que tu te sens plus entière après avoir vécu ça, justement parce qu'au niveau émotif, ça t'a exposé à une plus grande variété, une plus grande palette émotive? Il y a une richesse aussi là-dedans Ouais.
vivre des émotions variées puis riches puis de les accepter, hein? Ouais, ben je te dirais que oui, je souhaite pas pleurer autant dans ma vie que ça, là, parce que ça a été des émotions vraiment vives. Mais ceci étant dit, comme je pense que j'étais peut-être plus du genre à réprimer les émotions avant. Puis là, à un moment donné, c'était tellement intense que ça pouvait juste pas être réprimé, là. Puis justement, j'ai réalisé que si ça a à sortir, tu peux comme, faut que tu le vives, puis après, tu peux passer à d'autres choses, tu sais. Mm-hmm. Par exemple, il y a un mois à peu près, tu sais, ça a été les 6 mois de décès. Ce matin-là, tu sais, ça faisait quelques jours que j'y pensais, mais le matin même, j'y pensais pas. Puis, tu sais, je me suis réveillée, j'étais tout croche. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être malade? Tu sais, puis on était en confinement. J'étais comme, voyons, c'est sérieux, c'est comme si mon corps le savait avant que ma tête le sache, tu sais. Mm. Puis là, je me dis, là, à l'heure du dîner, je me dis, bon, j'allais courir, ça va me faire du bien et tout. Puis là, en plein milieu de ma course, à un moment donné, je regarde ma montre, puis là, je vois, oh mon Dieu, on est le 26, là, tu sais. Là, oh! Puis c'est comme, OK, oui, l'émotion monte, mais c'est comme si ça m'a fait du bien de. C'est comme je te dis, mon corps le savait avant que ma tête le sache. Puis une fois que ça a été vécu, bon, là, l'émotion, puis là, c'est comme je me sentais mieux après. C'est comme si Mm-hmm. inconsciemment, je réprimais ou je sais pas trop comment le décrire, mais c'est comme une fois que tu le reconnais, puis c'est comme, OK, c'est correct, je suis dans le parc, là, puis je vais pleurer un petit peu, puis Mm-hmm. après ça, je vais passer à d'autres choses. Puis peut-être dans 1 heure, ça va revenir. C'est encore là l'espèce d'image de la vague, là. Mm-hmm. Euh, ouais. C'est c'est drôle parce que c'est ça, je pense qu'il y a une grande partie de ma vie, je ressentais beaucoup d'anxiété. Puis là, on dirait que maintenant que j'ai été capable d'enlever ce voile-là, parce que j'ai adressé plein de facettes de ma vie, justement, tu sais, je suis autant intéressée par le mouvement puis le bien-être parce que je me sentais anxieuse, mais je comprenais aussi que c'était un problème multifactoriel, tu sais, que c'était pas un élément. C'était en partie l'alimentation, en partie ma gestion du sommeil, parce que, tu sais, je dormais pas nécessairement des heures régulières ou comme il faut, puis comment je bouge avec toutes les relations humaines aussi, l'importance de tisser des belles relations, ma perception de moi-même, puis l'amour envers moi-même. Fait que, tu sais, on dirait que ça m'a pris des années, mais de tout adresser, de retisser une toile positive qui me fait du bien, mais ça a le fait que je me sens mieux, je me sens définitivement moins anxieuse, mais il y a encore des émotions qui ont l'étiquette d'être négatives qui émergent Ouais. encore dans ma vie, tu sais, comme de la colère, de la jalousie, comme, mais on dirait qu'avant, l'anxiété assombrissait tout, puis c'était comme si le signal, c'est ça qui était plus fort, puis c'est ça que je ressentais, puis on dirait que maintenant que ce voile-là est parti, il y a d'autres émotions qui émergent, comme je disais tantôt, il y a une espèce de palette émotive que je réalisais pas avant, Ouais. puis que maintenant, j'essaie vraiment de déprogrammer mon cerveau pour pas juste voir ça de manière négative, mais juste laisser la place, tu sais, comme quand je suis en colère, de le laisser aller, puis de juste, OK, je suis en colère, je suis pas fière, j'aime pas être en colère, c'est pas une émotion comme, c'est une émotion qui est un peu corrosive, mais de juste dire, je le vis, puis je le laisse aller, parce que si je rajoute la couche de je devrais pas me sentir comme ça, puis de Ouais. si, puis comme... Culpabilité, puis jugement. Ouais, ouais. Fait qu'on dirait que ça, c'est ça qui, l'effet boule de neige qui fait qu'on se sent pas bien émotionnellement versus des fois de vivre une émotion dans sa pleine intensité, il y a quelque chose de libérateur de Ouais. se donner le droit de ressentir l'émotion telle qu'elle est. Ouais. Ben oui, puis j'aime vraiment ce que tu dis dans de palette, parce que c'est comme si nous, on avait, en tout cas, dans notre culture, des bonnes émotions, des pas bonnes émotions. Puis, tu sais, les bonnes, tu peux les exprimer, puis il faut que tu dises que ça va bien, puis que tu es heureux, tu es joyeux, puis... Mais comme si les mauvaises, ça, eux, ils n'ont pas vraiment de place, puis on sait pas trop comment les gérer. Fait que, tu sais, vis ça tout seul chez vous, puis sors-les pas vraiment dans le domaine public, ou, tu sais, c'est comme mal vu, alors que c'est vraiment un grand spectre. C'est pas comme une catégorie de bonnes puis une catégorie de mauvaises. Mm-hmm. Si t'es comme toujours joyeux puis toujours heureux, j'ai comme un petit doute que comme peut-être quelque chose qui va exploser à un moment donné parce que tu vis pas tes émotions dites négatives ou Mm-hmm. pas souhaitables, tu sais. Mm-hmm. J'essaie de La voir, mais... tristesse, ça fait partie des mauvaises. Tu sais, tu devrais être toujours heureux, tu devrais être toujours bien, puis, tu sais, mais d'être triste, ça te permet d'être heureux aussi, tu sais, c'est comme les deux, là. Mm-hmm. Puis je pense que même la tristesse, j'ai réalisé à quel point la tristesse se fait...
nous permettent de se sentir vivants aussi. Tu sais, je pense que c'est pas pour Mhm. rien qu'il y a énormément, tu sais, quand on regarde les chansons, je trouve que ça ramène des choses comme fondamentales chez l'humain. Il y a beaucoup de chansons d'amour. Tu sais, je pense quoi, 99% des chansons, ça parle de relations humaines, de l'amour, de trouver l'amour. Puis l'autre, c'est de perdre l'amour. C'est les peines d'amour. C'est comme, j'ai vraiment les émotions les plus puissantes. Mais pourquoi est-ce qu'on écoute autant de chansons tristes des fois puis que ça nous fait du bien profondément? Mais c'est parce que je pense qu'il y a une certaine fraîcheur puis ça nous ravive la tristesse. Ouais. Versus quand je pense à la dépression ou à l'anxiété, pour moi, ça enlève une certaine vitalité. Tu sais, ça amène à une certaine comme léthargie que moi, j'ai trouvé vraiment difficile de m'en sortir. C'est peut-être pour ça qu'en contrepartie, je suis vraiment fascinée par dire qu'est-ce qui nous fait sentir vivant parce que j'ai l'impression que l'anxiété m'enlevait mon énergie vitale. Mais j'ai réalisé avec le temps qu'il y avait une certaine beauté à la tristesse, puis que de pleurer purement, là, puis que tu écoutes une chanson, là, puis que tu sens que tu n'es pas connecté avec un autre humain, puis que tu ne comprends pas comment un musicien ou un chanteur réussit à exprimer par des sons comment tu te ressens. Comment il sait que tu te sens? Comment il sait, genre? Ouais. Ben, ça me rappelait que c'est ça, c'est une émotion qui est humaine, puis il y a une certaine beauté dans la tristesse, puis on la vit, puis on la laisse aller, puis ça fait... Mhm. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde, des fois, qui disent « Ah, il faut que j'écoute un film triste puis que je pleure. » Mais c'est comme si c'est la seule façon que c'est acceptable que tu pleures devant un film triste. C'est comme si ça te prenait comme un outil pour te permettre cette émotion-là. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais tu peux aussi juste pleurer parce que ça va pas ou que je sais pas, tu vis l'émotion X, Y, Z. Tu sais, mais c'est comme si c'était acceptable, justifié, que là, si tu écoutes une émotion triste, c'est correct. C'est vrai, hein? C'est comme pas rattaché à ta propre vie. C'est comme, on peut être triste de la vie de quelqu'un d'autre. mais c'est vrai, comme tu dis, tant mieux si c'est un outil qui permet de le vivre par exposition, comme d'être exposé à ça. Puis je pense qu'un des rôles fondamentaux de l'art, c'est ça, là, c'est d'avoir une expérience commune centrée sur une émotion. Mais c'est vrai de dire, est-ce qu'on est capable de s'accorder ce droit-là, la permission de ressentir certaines émotions de la tristesse par rapport à notre vie à nous, là, dans le monde réel. Ouais. C'est vrai, des fois, je me rends compte que j'écoutais des séries télé ou des films parce qu'il y a une intensité émotive que j'avais envie de vivre dans ma vie, puis c'est comme si le film me permettait de le ressentir. Mm-hmm. Mais je me suis posée puis j'ai dit, ben non, je veux vivre ça aussi au quotidien. Tu sais, je veux cultiver une certaine vie pour que ça fasse partie de mon quotidien. Parce que des fois, les films, ça fait du bien pour, pour laisser aller certaines émotions, mais des fois, ça peut aussi être une évasion, tu sais, puis en tout cas, on explore le thème. Mais justement, dans les façons d'adresser ces émotions, la tristesse, le deuil, on a beaucoup parlé de l'aspect émotif spirituel, mais est-ce que tantôt, tu parlais, je suis allée courir, puis j'ai réalisé que je me sentais pas bien. Est-ce que au niveau de aller dehors pour faire du mouvement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé? Parce que je me rappelle, j'ai fait rapidement, je vais faire une parenthèse, mais j'ai fait un programme d'entrepreneuriat offert par MEC, puis une université à Vancouver, puis dans les entrepreneurs, il fallait que ce soit lié au monde du plein air, vu que MEC est dans ce domaine-là. Puis un des couples entrepreneurs, leur compagnie s'appelait Healing in Nature, puis justement, le jeune avait vécu des expériences de deuil, puis il voulait faire la promotion du contact avec la nature pour traverser une expérience de deuil. Fait que je sais pas, en tout cas, bref, genre, ça question. Est-ce que toi, de ton côté, l'aspect plus même physique, matériel, puis la nature, est-ce que ça a fait partie de ton cheminement? Oui. Je te dirais, comme dans les premières semaines, premiers jours, tu sais, je me forçais à comme sortir dehors. Des fois, je mettais mes lunettes de soleil puis je faisais juste pleurer, mais c'est comme, je pense que c'est prouvé aussi que, mais j'ai aucune source sur le sujet, là, mais que de juste bouger, tu sais, que si t'es en dépression, de juste prendre une marche, tu sais, de juste. Et puis j'étais dans un mode aussi, ça me faisait du bien de voir, bon, il y a un beau soleil, tu sais, je croise des gens, les gens sont heureux, tu sais, la vie continue. C'est juste ce petit apport, là, comme je le savais rationnellement, mais juste de le vivre, ça faisait vraiment du bien. Fait que oui, de juste bouger un petit peu, pas nécessairement d'aller courir, mais juste de dire, OK, je prends une marche, tu sais, puis je pense, 2 mois peut-être après le décès de mon père, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je sorte de mon appart ou tu sais, que
Et puis c'était quand même, ça faisait partie beaucoup de ma vie, de voyager, tout ça. J'avais développé aussi comme beaucoup d'anxiété, on en parlait tout à l'heure, mais beaucoup d'anxiété parce que, tu sais, veux pas, on a été sur le qui-vive pendant des mois. Fait que, à partir du moment où mon père était diagnostiqué, c'était toujours comme le téléphone sonne, qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'était vraiment difficile de se départir de cette espèce d'émotion de survie, de qui-vive. Fait que je suis partie en road trip toute seule je pense que c'était fin octobre ou novembre, je me souviens plus trop, mais j'avais juste vraiment besoin de partir. Puis je suis comme allée à Tadoussac, j'étais allée à Rivière-du-Loup, j'étais allée me promener au Bic tout seul, genre j'étais la seule dans le parc, il neigeait, je voyais des baleines, tu sais, j'avais juste besoin vraiment d'être tout seul, d'être en nature. Ma mère se demandait vraiment qu'est-ce que je m'en allais faire, mais j'avais tellement besoin de tout ça, de juste me retrouver, puis de sortir de ma zone de confort, justement, de retrouver cette espèce de curiosité-là, cette espèce d'énergie de voyage, puis de découverte, puis de repos aussi. C'était comme plein de choses, mais beaucoup de nature, puis ça a vraiment, vraiment fait du bien. Reconnecter aussi quand tu es tout seul, je pense spirituellement, je veux pas, tu médites plus, tu prends plus le temps, tu écoutes plus tes envies. Ça a été une période où le petit besoin personnel était vraiment beaucoup mis de côté, pas 100%, mais dans le sens que c'était pas mon besoin avant tout, c'était comme, OK, ma mère a besoin d'aide, mon père file pas aujourd'hui, ou tu sais, c'était très correct. Puis c'est correct aussi de se reconnecter après à ce que nous, on a besoin, tu oublies complètement, tu sais. Ben, peut-être pas complètement, là, mais c'est plus aussi primordial, tu sais. Fait que ça a été comme un espèce de rituel pour moi, ou je sais pas trop, ça a été comme de reconnecter puis de voir d'autres choses. Fait que oui, absolument la nature, puis juste le mouvement, puis juste de changer d'air ou de bouger. Ouais, ouais. C'est beau, je trouve que le confinement, je sais pas comment tu le vis en ce moment, mais moi, ça m'a ramené l'envie de bouger puis de sortir, elle vient de l'intérieur, on dirait. C'est comme, parce que, tu sais, je sais pas pour toi, mais quand je pense à l'activité physique, c'est une petite voix chialeuse qui dit « Tu devrais bouger plus, tu devrais aller au gym. » Comme, c'est important de sortir dehors, mais là, on dirait que c'est moins comme un sentiment d'obligation, puis c'est plus comme une vague intérieure, qui est une énergie qui dit « Tu as besoin d'aller dehors. » Puis là, je sors dehors, puis je me sens comme tellement mieux, puis on dirait que je suis reconnaissante que c'est, encore une fois, une situation où on sent qu'on s'est fait enlever quelque chose, on sent qu'on a perdu une certaine liberté, mais qu'il y a aussi une contrepartie positive où le confinement, ça amène aussi une certaine, c'est paisible, la ville est plus tranquille, il y a moins de bruit autour de nous au niveau de certaines obligations qu'on avait, puis ce calme-là a fait émerger comme d'autres choses, puis je me suis dit, OK, si le confinement a amené ça de mon côté, là, de me recentrer sur la méditation, mieux manger, puis aller dehors, on dirait que j'étais quand même reconnaissante que ça revienne, c'est ça, de l'intérieur, je me dis, j'ai envie de bouger maintenant, pas juste je dois bouger, mais j'ai comme envie. Ça m'a fait du bien. Mais je pense, puis c'est mon interprétation, mais je pense que j'ai envoyé un podcast du New York Times qui était comme a New Way of Mourning, justement de quelqu'un qui avait perdu sa mère, je crois, dans toute la situation du COVID. Et on parlait au fils, mais aussi au mari, tu sais, puis je pense que le confinement, veut pas, ça a fait qu'on s'est retrouvés avec nos émotions. Tu n'avais plus vraiment d'échappatoire. Fait que ça peut être hyper anxiogène. Puis d'un autre côté, ça a le bon aussi de nous faire vivre nos émotions. Tu sais, dans ce podcast-là, ce gars-là disait, je pense que normalement, le deuil de ma mère, je l'aurais vécu rapidement à travers 1000 choses. Puis le fait que ça a été vécu en confinement, il dit, j'ai vraiment eu le temps de le vivre, tu sais, d'y penser, de l'honorer. Puis eux, ils avaient fait comme un service en ligne parce qu'ils voulaient pas attendre avant d'honorer sa mémoire. Puis je pense que oui, ça nous donne le moment ou l'occasion de se poser puis de justement digérer nos émotions, d'être comme, comment je pourrais dire, triggered par 150 000 choses parce que justement, c'est un nouveau normal ou c'est une situation inconfortable. Fait que oui, ça peut être vraiment difficile, mais ça peut être une occasion aussi de dire OK, je fais un peu le ménage ou tu sais, c'est l'émotion qui ressort ou Ça nous amène à vivre de manière
c'est ça, les espaces dans nos vies, justement, quand il y a des trucs qu'on juge dramatiques, là, je ne sais pas comment toi, tu as vécu ton burn-out, mais moi, je me rends compte que les moments où j'ai été obligée d'arrêter, comme j'en ai parlé quelques fois déjà, mais comme moi puis Vince, en 2018, on a eu la mononucléose, puis ça, c'est comme, c'était minimum 6 mois qu'on se sentait pas énergique du tout, mais c'est pas le fun, puis je souhaite à personne de traverser ça, mais avec le recul, tu te dis, je suis contente d'avoir vécu ça parce que sinon, je me serais jamais arrêtée. Tu sais, on a l'impression qu'on est sur un tapis, là, on est un hamster, puis que la vie, c'est de remplir son calendrier puis d'optimiser le calendrier. Ouais. Je pense que ma vision maintenant du retour à l'essentiel, c'est de dire, non, c'est d'épurer puis de garder ce qui est significatif, tu sais. Puis que ça parte du cœur, puis que ça parte de nos valeurs et non pas de la voix qui dit tu devras en faire plus parce que t'es... Ouais. Tu sais, en anglais, ils sont beaucoup autour de ça avec Brené Brown, la vulnérabilité, puis cette voix-là qui nous dit « you're not good enough ». Puis que si c'est ça qui nous drive, à la longue, c'est épuisant. Ouais. Versus se recentrer sur plus une impulsion comme quelque chose qui nous apporte énormément plus de bonheur, tu sais, puis ouais, c'est ça. Ouais. De questionner les « je dois faire ça » et non pas « j'ai choisi de faire ça », tu sais. Mm-hmm. J'ai choisi de. Ouais, c'est beau. C'est une belle façon de le formuler. Mm-hmm. Quand on voit la pensée dans notre tête émerger, je dois faire ça, plus de dire non, qu'est-ce que tu choisis? Puisque t'es pas obligé. T'es pas obligé, non, c'est ça. T'es peut-être obligé d'envoyer tes infos, mettons, mais il y a beaucoup de choses au quotidien que tu te dis que t'es obligé, mais que finalement, c'est quand même un choix, tu sais. Ah oui, c'est tellement bien dit. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'il y a des conventions sociales ou des normes ou des choses non formulées officiellement qui sont absolument pas des lois ou des obligations, mais comme tu dis, on s'impose de le faire, puis on est beaucoup plus libre qu'on pense, tu sais. Oui, ben oui. Quand j'ai fait mon burn-out, justement, je voyais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir ma psy, puis tu sais, c'était comme beaucoup lié à l'anxiété de performance, puis les je dois. Puis même quand j'étais arrêtée, j'allais la voir, puis j'étais comme, mais j'en fais pas assez. Mais c'était comme, si t'en arrêtes de travail, tu veux optimiser ta remise sur pied, tu sais, t'en fais pas assez. C'est comme, est-ce que tu t'entends? Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme, faut que je bouge plus. C'est ça qui va me donner, tu sais, la force ou de l'énergie ou qui va me remettre sur pied ou je dois faire plus de whatever, c'était quoi, là, mais tu sais, c'est comme, OK, je suis genre en mode, je veux performer mon arrêt de travail, tu sais, faut vite me remettre sur pied, tu sais, puis c'est justement le contraire, tu sais, fais les choses qui te tentent, fais ce qui te fait plaisir, s'il faut que tu te forces, tu sais, en tout cas, fait que oui, absolument. Oui, de laisser aller, c'est ça, hein, on gère notre vie comme si c'était un agenda puis qu'on avait le contrôle sur cet agenda-là. Puis quand il y a des choses imprévues qui arrivent, c'est ça qui est spécial, comme la mort, la maladie, les accidents. On vit ça comme si c'était des drames parce que c'est comme s'il y a un aspect imprévu et surprenant. Ouais. Mais on ne reconnaît pas que c'est inévitable que ça arrive un moment ou l'autre. Tu sais, la vie humaine fait qu'on va être confronté à des situations comme ça. Mais quand on le vit, on est comme abasourdi, puis on a ces sentiments-là aussi des fois que ça ne devrait pas arriver, puis que ça défait nos plans, ça défait notre beau petit agenda, puis c'est comme s'il faut laisser aller que, même si, comme tu dis, notre rétablissement, on veut le framer de dire « Ah là, c'est mon bonheur, il faudrait que ça soit réglé dans 2 mois, là, parce que là, après, tu sais, il y a ça, puis là, il y a le mariage d'un tel, puis il faut que je sois en forme, puis... » Ouais. Oui, mais c'est ça, c'est cette énergie-là qui nous a menés au burn-out. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, puis dans ma vie, quand j'étais au HEC, tu sais, j'accompagnais 2 groupes par année. Je veux pas, mon calendrier tournait un peu autour de ça. En décembre, je pars avec un groupe. En juin, je pars avec un groupe. J'organisais mes vacances 2 fois par année autour de ça aussi. Puis justement, avec ce qui est arrivé avec mon père, à partir du moment où tu as quelqu'un qui est en traitement de chimio, qui a le cancer, tu sais, là, c'est comme vraiment... Tu veux toujours savoir, OK, c'est quand l'opération, c'est quand, puis là, toi, tu dis, OK, moi, si je voudrais partir en voyage, mais là, je ne partirais pas en voyage. Ou, fait que ça, effectivement, exactement comme tu as dit, tu perds le contrôle que tu avais l'illusion d'avoir sur ta structure de vie, ou je sais pas trop. Puis, tu sais, même quand on a su que mon père était en phase terminale, le fait qu'on ne sache pas de date, par rapport à l'emploi, par rapport à... Tu sais, c'est comme tellement... Ça va être l'été, ça va être l'automne. C'est comme toutes des choses que finalement, ils n'ont pas vraiment d'impact, mais c'est comme ça va être
quand, puis par rapport à mon planning de vie, ou tu sais, c'est plein de choses que finalement sont vraiment secondaires, mais ça vient tellement de chercher parce que tu dis, si je savais, tu sais, puis pendant que tu es dedans, c'est tellement difficile, mais tu dis, si je savais, tu sais, puis moi, je le disais souvent, si je savais que j'en ai pour 3 mois, si je savais, tu sais, comme 1 an, 2 ans, peu importe, mais si je savais, c'est quand, parce que là, ça m'angoisse, puis je trouve ça tellement difficile, mais si tu as un but, puis un but, clairement pas un but, mais si tu as un timeline, mettons, c'est plus facile de dire, OK, j'en ai pour 6 mois à vivre ça, ou tu sais, mais c'est comme une pure illusion, là, finalement. Ben, c'est vrai, ça me fascine. Il y a un réflexe de vouloir justement savoir puis de vouloir améliorer nos capacités à prédire. C'est de dire, Ouais. éventuellement, la science, statistiquement, ils vont pouvoir faire des profits, nanana. Mais le pouvoir qu'on a comme individu, c'est d'accepter qu'on ne sait pas, mais que ça va arriver. C'est d'accepter que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Puis c'est ça le pouvoir qu'on a, puis c'est de laisser aller. Puis je pense que des situations intenses ramènent aussi la perspective plus au moment présent. Puis, comme tu dis, comme ta mère elle disait, c'est ça le cadeau mal emballé. Tu sais. Ouais. C'est les arrêts abrupts, des fois, ou les trucs dramatiques, mais qui nous ramènent un certain focus, puis qui nous donnent l'espace, puis l'état spirituel, émotionnel, après, de voir la vie différemment, puis de la reconfigurer d'une manière qui est plus significative. Tu sais. Oui, puis d'avoir la flexibilité de dire OK, je pensais que ça allait se passer comme ça ce mois-ci ou le mois prochain ou que j'avais tel truc de prévu, puis bon, ça se passe pas comme ça. Comment reconfigurer? Parce que si tu es trop pris dans ton plan strict, il y a plus de déception ou t'es plus déstabilisé, donc. Oui, c'est ça, c'est qu'on crée des plans puis on veut que la vie y adhère. On est comme, la vie, ça respecte pas mon plan, mais t'es comme, mais oui, mais ton plan, c'est une invention arbitraire de ta tête, tu sais, comme la vie a suivi un certain cours indépendamment de toi, tu sais, en tout cas. Oui. Puis on est vraiment mauvais à prédire. Je veux dire, on peut pas prédire un accident, sa nature est imprévisible, mais c'est ça, absolument. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment ça, c'est de pas essayer de prédire, mais d'être conscient que c'est une possibilité forte, que c'est peu probable, en fait, c'est improbable qu'un humain vive sans jamais vivre un accident. Fait qu'il faut comme accepter que ça va arriver, mais qu'on ne sait pas quand. Il ne faut pas nier que ça va arriver parce que sinon, quand ça arrive, la mort ou un accident, c'est ça, on est surpris puis on est comme ébranlé puis on a un sentiment d'injustice que ça ne devrait pas arriver, mais c'est juste quelque chose de naturel. C'est le fondement de notre existence, c'est qu'on va aussi mourir. Fait peut-être pour conclure, on a beaucoup parlé de ton expérience, mais je suis aussi curieuse puis je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont vécu des deuils qui ça va leur faire excessivement du bien de t'avoir entendu. Pour des personnes qui n'en auraient pas nécessairement vécu, mais qui justement, ils accompagnent ou ils sont entourés de personnes qui ont vécu des deuils puis qu'on ne sait pas quoi dire. Est-ce que tu aurais des conseils sur comment, tu sais, mettons, comment quelqu'un peut t'approcher puis te soutenir comme on pourrait soutenir quelqu'un dans notre entourage, tu sais? Ouais. Ben, comment on aide quelqu'un en deuil quand on est un ami ou quelqu'un de la famille? Ouais. Je pense que c'est des situations tellement extrêmes que c'est pas une parole qui va faire du bien. Je pense la présence, puis justement la curiosité de comment ça va, puis de quoi tu as besoin. Moi, j'avais des amis qui me disaient tu veux qu'on se voit, qu'on n'en parle pas. Ça me faisait du bien d'avoir cette liberté de dire parlons-en, on va passer à d'autres choses. Puis, comme je pense qu'il faut mettre un petit peu notre interprétation de côté par rapport à ce qui se passe sûrement, parce que c'est peut-être pas ça que la personne vit, de juste être curieuse de comment ça se passe pour toi. C'est tellement basique, puis finalement, c'est ça qui fait plus du bien d'être capable de s'exprimer, puis de pas devoir dire mais tu penses que je vis ça, mais c'est pas vraiment de même. Puis on dirait je me sens mal de te dire que tu interprètes mal. C'est comme ça amène tout un malaise, de juste être là, puis ultimement, dans ces situations-là, il n'y a pas de bonne chose à dire. Puis ce que moi, mettons, me ferait du bien, la personne à côté, peut-être ça lui ferait du mal. C'est comme,
Mhm. Ça sert à rien d'essayer de trouver la phrase qui va faire du bien. Tu sais, j'ai des amis qui m'écrivaient, ça fait 2, 3 jours que j'essaie de trouver quoi t'écrire, puis je sais pas, tu sais, puis c'est comme, ben, après 2, 3 jours, t'as pas plus la réponse, puis c'est correct aussi. Moi non plus, je sais pas qu'est-ce qui me ferait du bien d'entendre, puis je pense pas qu'il y a rien qui va pouvoir vraiment adresser la situation au point où ça en est, tu sais. Fait que juste d'être présent puis de demander qu'est-ce que la personne a besoin, tu sais. C'est drôle, hein? Au lieu de dire quelle phrase on dit, comme tu dis, il n'y a pas de phrase magique, c'est de poser une question. Tu sais, l'attitude, une attitude empathique et curieuse, une présence sincère, c'est le plus beau cadeau. C'est comme si tu ressens cette émotion-là, puis c'est ça qui est important finalement. Ouais. Puis de dire comme si on pose une question, ça laisse la place à l'autre personne de s'exprimer sur. Oui, puis que c'est correct que ça l'aide pas nécessairement bien. Tu sais, si tu essaies de dire une petite phrase, c'est c'est difficile, mais ça, tu sais, ça va aller mieux, ou genre demain, ça va aller mieux, puis t'es comme ben pas nécessairement, puis c'est correct aussi, tu sais, peut-être demain, ça va être une journée difficile, mais c'est correct, c'est acceptable, tu sais. Il y a comme une pression de toujours garder un optimisme ou je sais pas trop, là, tu sais. Puis il y a des jours que t'en as pas d'optimisme, tu t'en as pas la pensée positive, puis c'est correct, tu sais, de laisser cette place-là aussi à ben, c'est une journée vraiment difficile. C'est correct, tu sais. Point. Il n'y a pas de. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, quand on se sent pas bien, on sent la pression de justifier ou de s'engager à ce que ça allait mieux plus tard. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, des fois, le monde me demandait des nouvelles, puis moi-même, puis je dis pas ça comme mais moi-même, je disais tel truc, c'est difficile, puis on dirait que je m'obligeais à donner mais telle chose est. Tu sais, on a eu cette bonne nouvelle-là aujourd'hui. Tu sais, c'est comme s'il fallait que je finisse sur une petite high note. Tu sais, je peux pas juste dire c'était vraiment difficile. Tu sais. Voilà. Mais tel truc. Ouais. Demain, Puis de devoir l'analyser, puis de commenter, puis prendre du recul sur l'émotion que tu es en train de vivre au lieu juste de l'exprimer. Ouais. Mais c'est bon parce que, tu sais, je vais justement terminer de dire, OK, oui, il y a les gens dans l'entourage, puis quelqu'un qui vit un deuil, ben je pense finalement, c'est ça qu'on a adressé tout le long, c'est d'honorer comment on se sent, puis d'écouter comment on se sent. Mais en tout cas, j'enlève je donne je devrais plus poser la question que de donner une réponse, mais. Ouais. Fait que, tu sais, ça serait en résumé, c'est ça, oui. C'est ça. Puis, tu sais, peut-être que quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose de similaire te dirait quelque chose de complètement différent aussi, tu sais. Je pense que chacun le vit différemment selon les circonstances. Fait que toi, qu'est-ce qui ces temps-ci, y a-tu des ressources, des choses que tu écoutes, là, juste des coups de cœur que tu as eus qui t'ont fait du bien? Oui, ben c'est ça. Il y avait ce podcast-là. On connaît tous quelqu'un. Puis, quoi d'autre? J'écoute vraiment beaucoup de podcasts ces temps-ci. Mais plein de choses super diversifiées qu'ultimement, ils réfèrent aussi beaucoup à l'expérience de vivre des trucs difficiles, puis comment l'aborder ou comment être dans l'introspection ou, tu sais, être plus intentionnel. Je n'ai pas nécessairement de ressources particulières, mais oui, je pense que puis il faut aussi faire confiance à ce qui nous fait du bien, tu sais. Des fois, ça n'a pas nécessairement de sens, mais ça te fait du bien. C'est juste assez, tu sais. Oui. C'est le ressenti. Je pense que c'est comme ça que je vais faire le lien pour finir avec ma vision du mouvement, là, c'est de justement plus avoir une perspective extérieure de ce que notre vie devrait avoir l'air, de ce que notre corps devrait avoir l'air, puis de cette voix-là qui dit « je devrais faire ça », ça devrait se passer de telle façon, puis de voir le mouvement comme quelque chose qui rentre dans notre calendrier vraiment de personnes pressées qui doit tout contrôler, mais plus de se recentrer sur comment ça me fait sentir. Puis oui, comment le mouvement me fait sentir, mais comment le mouvement s'inscrit dans ma vie, puis est-ce qu'on aime notre vie profondément, tu sais, on en a parlé avant d'enregistrer, mais comme avec Vince, dans le podcast qu'on a fait ensemble, on explique que quand le confinement est embarqué, notre système nerveux, tu sais, comme tu disais tantôt, le sentiment d'être sur le qui-vive, puis le système nerveux est activé, puis tu sais pas quoi faire, puis tu sens qu'il faut réagir à quelque chose. On se sentait comme ça, de dire, OK, on parle du mouvement à la maison, tout le monde est à la maison, est-ce qu'on doit dire quelque chose, est-ce qu'on doit faire quelque chose, est-ce qu'on doit en profiter? Puis finalement, notre réflexe, ça a été plus de s'asseoir, de méditer, puis de réfléchir à nos valeurs profondes. Puis au lieu d'essayer de donner des réponses, puis de dire, voici des solutions, on a plus eu envie de poser des questions.
Puis de poser la question aux gens, ben maintenant que vous êtes à la maison, puis que la vie nous a tous obligés collectivement à s'arrêter, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous aimez votre maison? Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-ce que votre maison vous fait sentir vivant? Est-ce que avez-vous l'espace pour bouger? Puis de dire, ben, ça, c'est cette étincelle-là, ce regard-là qui va être le début de recherche pour peut-être faire les choses différemment, mais on n'a pas besoin tout de suite d'avoir des réponses, mais juste de se poser et de dire, est-ce que j'aime ma vie? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Puis, ouais. C'est énorme comme question, je sais. C'est simple, mais énorme aussi, tu sais. Oui, oui. Ben, merci pour ta présence, Marie-Pierre. Hey, merci à toi. C'était vraiment une belle discussion, puis je sens qu'on va s'en parler. Comme tu dis, ça soulève des questions fondamentales ça prend une vie à y répondre, mais c'est ça l'aventure. Mais... Cool! Ouais. Merci. Passe une belle fin de journée, un bon confinement. Initialement, en fait, on devait faire l'épisode en personne. Puis, quand ça va être fini, on va aller prendre un café. Oui, exactement. Puis là, on voulait justement pas attendre. On se demande tous quand ça va finir. Puis on s'est dit, bon, on va pas attendre, on va le faire par l'Internet. Puis si on a la chance de le faire cet été, en vrai, on le reprendra. Mais... C'est bon. Bonne journée. Merci, salut! Bye.